Londres, janvier 1720. Dans les rues pavées de la capitale britannique, une fièvre s'empare des esprits. Des lords en perruques poudrées, des marchands en redingotes, des servantes et des cordonniers se pressent tous vers le même endroit. Exchange Alley, le cœur battant de la finance britannique, ils viennent acheter des actions d'une compagnie qui promet de les rendre riches au-delà de leurs rêves les plus fous. La Compagnie des mers du Sud, un nom qui évoque l'aventure, les trésors exotiques, les galions chargés d'or espagnol. Mais derrière ce nom romantique se cache la plus grande arnaque financière de l'histoire britannique. Une fraude si massive qu'elle faillit détruire l'Empire britannique avant même qu'il ne devienne l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Cette histoire commence non pas avec des rêves de richesse, mais avec un cauchemar économique. L'Angleterre de 1711 suffoque sous le poids d'une dette publique colossale. 15 années de guerre contre la France de Louis XIV ont vidé les coffres royaux. La dette nationale atteint 10 millions de livres sterling, une somme astronomique pour l'époque. Le gouvernement britannique paie des intérêts écrasants à des centaines de créanciers différents. C'est un chaos administratif et financier. Le chancelier de l'échiquier, Robert Harley, cherche désespérément une solution. Il observe avec envie la Banque d'Angleterre, créée en 1694, qui a déjà réussi à consolider une partie de la dette publique. Harley veut répéter ce succès. Il veut créer une nouvelle compagnie qui absorberait la dette nationale en échange de privilèges commerciaux extraordinaires. En 1711, la Compagnie des mers du Sud voit le jour. Le concept est ingénieux, presque trop beau pour être vrai. La compagnie accepte de prendre en charge 10 millions de livres de dette publique. En échange, le gouvernement britannique lui accorde un monopole commercial exclusif avec les colonies espagnoles d'Amérique du Sud. Un monopole sur un continent entier, riche en or, en argent, en épices. Les créanciers du gouvernement reçoivent des actions de la Compagnie des mers du Sud à la place de leurs obligations d'État. Le gouvernement promet de payer à la compagnie 6% d'intérêt annuel sur la dette qu'elle a absorbée. Tout le monde semble gagnant. Les créanciers possèdent désormais des parts d'une entreprise commerciale prometteuse. Le gouvernement n'a plus qu'un seul créancier à gérer au lieu de centaines, et la Compagnie des mers du Sud détient le droit exclusif de commercer avec l'Amérique du Sud espagnole. Mais il y a un problème énorme que peu de gens remarquent au début. L'Angleterre est en guerre avec l'Espagne. Le commerce avec les colonies espagnoles est pratiquement impossible. Le monopole tant vanté n'a aucune valeur immédiate. La Compagnie des mers du Sud ne fait presque aucun commerce réel. Elle n'envoie presque aucun navire. Elle ne rapporte presque aucun profit. Pendant près d'une décennie, la compagnie existe essentiellement sur papier. Elle reçoit ses paiements d'intérêt du gouvernement, mais ne génère presque aucun revenu commercial. En 1713, le traité d'Utrecht met fin à la guerre. L'Espagne accorde à la Grande-Bretagne le droit d'envoyer un navire par an vers les colonies espagnoles et le droit de vendre 4800 esclaves africains par an dans les Amériques espagnoles. Un seul navire, par an. C'est le grand monopole commercial sur lequel repose toute la valeur de la compagnie. Les années passent. La Compagnie des mers du Sud reste une entreprise médiocre, sans profit spectaculaire, sans croissance explosive. Ses actions se négocient autour de 100 livres, leur valeur nominale. Personne ne devient riche. Personne ne s'excite particulièrement. Puis arrive 1719. Et tout change. En France, un Écossais brillant et charismatique nommé John Law a créé une compagnie similaire, la Compagnie de Mississippi. Law promet aux Français que sa compagnie exploitera les richesses infinies de la Louisiane. Le prix de ses actions explose. En quelques mois, elle passe de 500 livres à 10 000 livres. Des fortunes colossales se créent du jour au lendemain. Paris est pris d'une frénésie spéculative sans précédent. Des domestiques deviennent millionnaires. Des nobles hypothèquent leurs châteaux pour acheter plus d'actions. Les directeurs de la Compagnie des mers du Sud observent ce spectacle avec fascination et envie. Si John Law peut créer une telle frénésie en France avec des promesses vagues sur la Louisiane, pourquoi ne pourrait-il pas faire la même chose en Angleterre avec l'Amérique du Sud? Le cerveau derrière cette nouvelle stratégie est John Blunt, un homme d'affaires ambitieux et sans scrupules qui devient le directeur de facto de la compagnie. Blunt comprend quelque chose de fondamental sur les marchés financiers. La réalité importe moins que la perception. Les profits réels importent moins que les profits imaginés. La vérité importe moins qu'une histoire convaincante. En janvier 1720, Blunt présente au Parlement britannique une proposition audacieuse. La Compagnie des mers du Sud offre de racheter la totalité de la dette nationale britannique qui atteint désormais 31 millions de livres. En échange, la compagnie demande des privilèges supplémentaires et la garantie que le gouvernement continuera à payer des intérêts généreux. Mais comment la compagnie peut-elle financer un rachat aussi massif? La réponse est simple et diabolique. En vendant plus d'actions. Beaucoup plus d'actions. La compagnie va créer de nouvelles actions et les vendre au public. Avec l'argent collecté, elle rachètera la dette nationale. Les détenteurs d'obligations d'État seront encouragés, voire forcés,
à échanger leurs obligations contre des actions de la Compagnie des mers du Sud. Le plan repose sur un mécanisme pervers. Plus le prix de l'action monte, moins la compagnie a besoin d'émettre d'actions pour lever les fonds nécessaires. Si l'action vaut 200 livres au lieu de 100, la compagnie peut lever la même somme en émettant 2 fois moins d'actions. Blunt a donc un intérêt colossal à faire monter le prix de l'action à tout prix. Et Blunt sait exactement comment faire monter ce prix. Il commence par soudoyer tout ce qui compte dans le royaume britannique. Des membres du Parlement reçoivent-ils des actions gratuites ou à prix réduit. Le roi George Ier lui-même devient gouverneur de la compagnie. La maîtresse du roi reçoit des actions. Des ministres, des lords, des influenceurs de l'opinion publique, tous reçoivent leur part du butin. En avril 1720, le Parlement approuve le plan. C'est le signal de départ. La machine de propagande de Blunt se met en marche. Des rumeurs circulent sur les richesses fabuleuses qui attendent en Amérique du Sud. On parle de mines d'or inexploitées, de montagnes d'argent, de commerce fructueux avec des millions d'Espagnols colonisés assoiffés de produits britanniques. On promet que chaque action paiera bientôt des dividendes énormes. Le cours de l'action commence à grimper. De 128 livres en janvier, il atteint 175 livres en février. Les premiers investisseurs commencent à réaliser des profits. Ils en parlent à leurs amis, à leurs familles. La rumeur se répand comme une traînée de poudre. La Compagnie des mers du Sud rend les gens riches. En mars, l'action atteint 330 livres. Le doublement en quelques semaines attire l'attention de toute la nation. Des gens qui n'ont jamais investi de leur vie commencent à acheter. Des aristocrates vendent leurs terres. Des marchands hypothèquent leur commerce. Des domestiques investissent leurs économies de toute une vie. Blunt organise des souscriptions publiques pour vendre de nouvelles actions. La première souscription en avril offre des actions à 300 livres. La demande est si intense que les gens se battent littéralement pour avoir le droit d'acheter. La souscription est sursouscrite plusieurs fois. Ceux qui obtiennent des actions les revendent immédiatement sur le marché secondaire avec un profit énorme. Le cours continue de monter. 400 livres, 500 livres, 600 livres. Chaque hausse attire de nouveaux acheteurs, convaincus qu'ils vont manquer l'opportunité de leur vie s'ils n'investissent pas maintenant. C'est la peur de rater quelque chose, la FOMO, qui pousse des milliers de personnes à investir leurs économies. En mai, une deuxième souscription offre des actions à 400 livres. Elle est encore plus sursouscrite que la première. Le marché est en délire. L'action atteint 550 livres. Même Isaac Newton, le plus grand scientifique de son époque, l'homme qui a découvert les lois de la gravité et du mouvement, même lui se laisse emporter par la frénésie. Newton investit 7000 livres dans la Compagnie des mers du Sud. Juin 1720 marque le sommet de la folie. Une troisième souscription offre des actions à 1000 livres. 1000 livres pour une action qui valait 128 livres 6 mois plus tôt. Et les gens achètent. Des milliers de personnes achètent. Ils empruntent, ils hypothèquent, ils vendent tout ce qu'ils possèdent pour acheter ces actions magiques. Le 24 juin 1720, l'action de la Compagnie des mers du Sud atteint son sommet historique, 1050 livres. En 6 mois, l'action a été multipliée par 8. Des fortunes colossales ont été créées. John Blunt lui-même est devenu l'un des hommes les plus riches d'Angleterre. Des domestiques qui ont investi tôt possèdent maintenant plus que leurs maîtres aristocrates. Mais derrière cette façade de richesse et de succès, la réalité demeure inchangée. La Compagnie des mers du Sud ne fait toujours presque aucun commerce réel. Elle n'envoie toujours qu'un navire par an vers les colonies espagnoles. Ses revenus commerciaux sont dérisoires. La compagnie ne génère pas de profit, elle génère des actions. Elle vend du papier, pas des marchandises. La valorisation de la compagnie atteint 200 millions de livres sterling. C'est plus que la valeur de toutes les terres agricoles d'Angleterre combinées. C'est plus que le PIB annuel de la nation. Une compagnie qui envoie un navire par an vers l'Amérique du Sud vaut plus que toute la richesse réelle de l'Angleterre. C'est mathématiquement impossible. C'est économiquement absurde. Et quelques personnes commencent à le réaliser. Les premiers doutes apparaissent en juillet. Certains investisseurs sophistiqués commencent à vendre leurs actions discrètement. Ils ont réalisé des profits extraordinaires et veulent sécuriser leurs gains. Mais chaque vente exerce une petite pression à la baisse sur le prix. Blunt panique. Il comprend que si le prix commence à baisser, la confiance s'effondrera. Et si la confiance s'effondre, tout s'effondre. Il doit maintenir la hausse à tout prix. Il utilise les fonds de la compagnie pour acheter ses propres actions, créant une demande artificielle. Il répand de nouvelles rumeurs sur des découvertes fabuleuses en Amérique du Sud. Il promet de nouveaux dividendes extraordinaires. Mais c'est inutile. La physique du marché ne peut pas être vaincue indéfiniment. Ce qui monte doit redescendre. Et plus la montée a été rapide et irrationnelle, plus la chute sera brutale et dévastatrice. En août, le cours commence à glisser. 950 livres, 900 livres, 850 livres. Au début, ce ne sont que de petites corrections.
Beaucoup d'investisseurs pensent que c'est une opportunité d'acheter à rabais. Mais la baisse continue. 800 livres, 750 livres, 700 livres. La panique commence à se répandre. Des investisseurs qui ont acheté à crédit reçoivent des appels de marge. Ils doivent vendre pour rembourser leurs prêts. Chaque vente forcée pousse le prix encore plus bas, ce qui déclenche encore plus d'appels de marge, ce qui force encore plus de ventes. C'est une spirale descendante auto-renforcée. En septembre, le cours s'effondre. 600 livres, 500 livres, 400 livres. Les gens qui ont acheté en juin à 1000 livres ont perdu 60% de leur investissement en 3 mois. Mais le pire est encore à venir. La panique devient hystérie collective. Tout le monde essaie de vendre en même temps. Mais qui achète quand tout le monde vend? Le cours plonge en chute libre. 300 livres, 200 livres, 150 livres. En octobre, l'action revient à 135 livres, presque exactement son prix de janvier. Tout ce qui a été gagné en 6 mois a été perdu en 3 mois. Mais les pertes sont beaucoup plus concentrées. Ceux qui ont vendu tôt ont réalisé des profits. Ceux qui ont acheté tard ont tout perdu. Et la plupart des gens ont acheté tard, attirés par la hausse spectaculaire, convaincus que les prix ne pouvaient que continuer à monter. Les fortunes s'évaporent du jour au lendemain. Des nobles qui possédaient des domaines depuis des générations se retrouvent ruinés. Des marchands prospères font faillite. Des artisans qui avaient économisé pendant des décennies perdent tout. Des familles entières sont détruites financièrement. Isaac Newton perd 20 000 livres, une fortune colossale représentant plus de 10 années de son salaire à la monnaie royale. Il dira plus tard, avec une amertume poignante, « Je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des hommes. » Les suicides se multiplient. Des hommes ruinés se jettent dans la Tamise, d'autres se pendent. La dépression et le désespoir s'abattent sur des milliers de familles britanniques. Des mariages sont brisés. Des enfants perdent leurs héritages. Des vieillards qui comptaient sur leurs investissements pour leur retraite se retrouvent dans la misère. La colère publique cherche des coupables. John Blunt et les autres directeurs de la compagnie sont arrêtés. Une enquête parlementaire révèle l'étendue de la corruption. Des livres de comptes sont mystérieusement détruits. Des témoins disparaissent ou refusent de témoigner. Mais suffisamment de preuves émergent pour révéler la vérité. La bulle était une fraude délibérée, orchestrée par des hommes cupides qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Le Parlement vote la confiscation des biens des directeurs de la compagnie. John Blunt perd presque toute sa fortune, conservant seulement 1000 livres sur les millions qu'il avait accumulés. D'autres directeurs subissent le même sort. Mais cela ne suffit pas à compenser les pertes des milliers d'investisseurs ruinés. Le système financier britannique est au bord de l'effondrement. La confiance dans les marchés financiers est détruite. Les gens refusent d'investir dans quoi que ce soit. Le crédit se tarit. Les entreprises légitimes ne peuvent plus lever de fonds. L'économie britannique entre en récession. Le gouvernement intervient pour tenter de limiter les dégâts. La Banque d'Angleterre accepte de racheter une partie de la dette de la Compagnie des mers du Sud. Un plan de restructuration complexe était mis en place pour essayer de redonner une certaine valeur aux actions de la compagnie. Mais le mal est fait. La Compagnie des mers du Sud survit, incroyablement. Elle continue d'exister pendant plus d'1 siècle, gérant passivement une partie de la dette publique britannique. Mais elle ne fera plus jamais de commerce significatif. Elle restera dans l'histoire comme le symbole de la plus grande arnaque financière du 18e siècle. Les conséquences politiques sont immenses. Le gouvernement qui avait soutenu et encouragé la compagnie perd toute crédibilité. Le roi George Ier, gravement compromis par son association avec la compagnie, voit sa popularité s'effondrer. Des ministres démissionnent ou sont limogés. Le système politique britannique est ébranlé jusqu'à ses fondations. Mais de cette catastrophe émerge aussi quelque chose de positif. Le Parlement britannique adopte le Bubble Act en 1720, une loi qui restreint sévèrement la création de nouvelles compagnies par action. Les régulateurs financiers deviennent beaucoup plus vigilants. Les leçons de la bulle des mers du Sud façonnent la réglementation financière britannique pour les décennies à venir, et pourtant, malgré toutes ces leçons, malgré toute la douleur et la ruine, l'histoire se répétera. Encore et encore. Les bulles spéculatives sont une constante de l'histoire financière humaine. La tulipomanie en Hollande en 1637. La bulle du Mississippi en France en 1719 à 1720, qui s'effondre en même temps que la bulle des mers du Sud. La bulle des chemins de fer en Grande-Bretagne dans les années 1840. La bulle Internet des années 1990. La bulle immobilière des années 2000. Chaque génération croit qu'elle est différente, que cette fois-ci c'est différent, que les vieilles règles ne s'appliquent plus. Chaque génération se laisse séduire par la promesse de richesse facile et rapide. Et chaque génération apprend, douloureusement, que les lois fondamentales de l'économie ne peuvent pas être violées indéfiniment. La bulle des mers du Sud nous enseigne plusieurs vérités intemporelles. D'abord, qu'une hausse spectaculaire des prix sans fondement économique réel est toujours une bulle destinée à éclater. Ensuite, que la corruption et la cupidité des élites peuvent détruire la richesse de millions de personnes ordinaires. Enfin, que la psychologie humaine, la peur de manquer quelque chose et la cupidité
sont des forces plus puissantes que la logique et la raison. En 1720, l'Angleterre a failli se détruire elle-même avec une compagnie qui ne faisait presque aucun commerce réel, une compagnie dont la valeur reposait entièrement sur des promesses vagues et des espoirs irrationnels. Une compagnie qui a créé des fortunes de papier et des ruines bien réelles. 3 siècles plus tard, la Compagnie des mers du Sud reste un avertissement, un rappel que dans les marchés financiers, comme dans la vie, ce qui semble trop beau pour être vrai l'est généralement, que les promesses de richesse facile cachent souvent des fraudes sophistiquées, et que la folie collective peut transformer une nation entière en joueurs compulsifs, prêts à tout miser sur un rêve impossible. L'arnaque qui a ruiné l'Angleterre en 1720 nous parle encore aujourd'hui, parce que l'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle rime, et elle rime de façon inquiétante.